Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous demander d'accueillir Jean-Louis Etienne et les étudiants de la formation du CPES Sens qui vont participer aux échanges de la soirée à ses côtés. Merci. Bonjour. Alors, je suis heureuse de vous accueillir au nom du président de l'Université de Rennes, qui porte cette formation, mais pas seulement l'université, puisque nous avons ce soir des collègues non seulement de l'université, l'équipe pédagogique est présente, mais également de l'ENES de Rennes et du lycée Chateaubriand, qui doit être venu en force, j'en suis persuadée. Je vais passer la parole sans plus attendre à à Manon Rivière, la directrice du service culturel, qui va vous expliquer un petit peu le projet, la jeunesse du projet. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup, Laurence. Donc, on est très heureux d'accueillir cette première ce soir qui inaugure un cycle. C'est un projet qu'on travaille avec les enseignants du CPES depuis le mois d'octobre dernier déjà. Et donc, ça augure un cycle qui va donc durer toute l'année prochaine avec 3 rendez-vous. Donc, ne manquez pas les suivants également. Et c'est un travail qui nous tient à cœur parce qu'il valorise vraiment la formation et les étudiants qui sont à la place des modérateurs, des modératrices. Et c'est eux qui ont préparé les questions. Donc, on est ravis ce soir que vous soyez aussi nombreux. Et puis, je vous demande d'applaudir aussi nos collègues qui ont travaillé ce soir pour vous accueillir. Donc, à la régie, vous avez Mathieu Maupilet ce soir. Merci de l'applaudir. Et également Guillaume Julien, donc notre collègue responsable de la communication, qui a notamment fait cette belle affiche qu'on nous envie. Et je crois qu'il reste quelques exemplaires que vous pouvez également prendre à disposition. Donc, vous pouvez l'applaudir également. Et avant de passer la parole donc, à Sylvie, on a un partenariat donc, avec la librairie La Rencontre, qui est une librairie indépendante qui se situe Plaine de Beau, donc qui vous permet ce soir éventuellement, après la rencontre, de découvrir des ouvrages bien entendu de Jean-Louis Etienne, mais également c'est une table thématique donc, qui vous ouvrira aussi vers d'autres horizons et vers d'autres ouvrages. Merci beaucoup à toutes et tous d'être si nombreux ce soir. Sylvie. Alors, quelques mots d'abord pour remercier évidemment Jean-Louis Etienne d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation qu'on lui a lancée. Les 5 étudiants qui sont sur scène représentent un collectif, un groupe uni de CPES et l'ensemble des questions a été préparé en groupe, collectivement. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'être là et à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc tout d'abord, un grand merci à vous Jean-Louis Etienne. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir ce soir. En effet, c'est assez fou, après avoir préfacé tant d'ouvrages qui sensibilisent à la protection de l'environnement, vous préfacez ce soir notre cycle de conférences en quête de sens. Et évidemment, merci à vous, public, d'être venus si nombreux. Ça nous rend profondément heureux. Donc, durant notre discussion, notre intention sera de saisir un peu le lien étroit que vous avez toujours tenté d'établir entre aventure et sciences de l'environnement. Et nous pourrons bien sûr ensuite discuter de l'expédition du Polarpod sur le circumpolaire antarctique durant la deuxième partie de cette conférence. Donc, nous avons basé notre entretien sur 4 de vos ouvrages et de vos récits. Donc, Persévérer, construit à partir du carnet de bord de votre exploit de 1986. Et je pèse mes mots puisque vous êtes en effet le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Explorateur d'océan qui approfondit davantage votre engagement pour l'observation scientifique et la protection de l'environnement. Un ouvrage rempli de scènes d'émerveillement devant la nature, mais aussi de témoignages des dégâts irréversibles que l'homme lui impose. Inventer sa vie, qui se construit un peu comme l'abécédaire, je dirais, de vos convictions et qui retrace un peu la ligne de force de vos actions. Et enfin, nouvelles histoires naturelles, avec des réflexions issues des échanges que vous avez eus avec différents publics, comme celui qui est venu vous rencontrer ce soir.
Donc ces livres seront... Nous vous recommandons évidemment ces différents livres qui seront disponibles à l'achat après la conférence. C'est des ouvrages très riches, pleins de super belles scènes d'émerveillement face à la nature, écrits avec une plume très agréable et remplis d'un enthousiasme très contagieux. Merci. Donc notre conférence va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons avoir une discussion qui sera animée par 4 de mes camarades que j'ai l'honneur de vous présenter. Donc Nathan en parcours économie, Zoé en parcours sciences de la Terre, Pierre en parcours physique-chimie et enfin Colline en parcours économie. Donc ce temps de discussion s'organisera autour de 3 thèmes qui peuvent sembler assez distincts mais qui sont pourtant très étroitement liés. Nous allons tout d'abord discuter ingénierie, puis parler d'aventure, de vos aventures, et enfin d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, la protection de l'environnement. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très agréable conférence, de passer un très bon moment, et je laisse la parole avec grande joie à mes camarades. Good job. Bonsoir Jean-Louis Etienne, merci Bonsoir. d'avoir accepté d'être avec nous ce soir au Diapason, même si vous avouez dans Inventer sa vie que le meilleur endroit pour vous rencontrer serait quand même le Castorama du 18e arrondissement de Paris, puisque c'est un magasin d'outillage, vous aimez bricoler, et justement dans Explorateur d'Océan, vous dites que dans le garage de vos pensées, il y a toujours eu une construction en cours. Nous avons donc tenté, pour cette première partie qui va porter sur l'ingénierie et la recherche, de retracer votre carrière à partir de certains engins auxquels vos rêves ont donné naissance. En 1986, vous avez fait concevoir un traîneau ultra léger qui vous a d'ailleurs permis d'être le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Peu de temps après, vous avez conçu la goélette Antarctica, dont la structure lui permet de résister à l'écrasement de la banquise. Et plus récemment encore, en 2010, vous avez survolé l'océan Arctique sur le Generali Arctic Observer. Avant que l'on ne parle plus spécifiquement du culbuto qu'est le Polarpod, pourriez-vous revenir plus spécifiquement sur la prouesse spécifique que représente la construction de l'un de ces engins et leur adéquation au milieu qu'il permet d'explorer? Alors, c'est vrai que vous l'avez signalé, j'ai toujours aimé bricoler, je suis un manuel. Ça, c'est ma formation initiale. Je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Donc j'ai fait le certificat d'études primaires élémentaires. Ça voulait dire qu'à 13 ans, on savait lire, compter et écrire. Et après, j'ai fait une formation professionnelle. En fait, moi, j'ai toujours aimé le travail du bois. Je voulais être compagnon du devoir, charpentier, menuisier. Ça, c'était mon truc. Et donc, après le certificat d'études, je suis rentré dans un collège technique en formation. Et il n'y avait pas de place en charpente de menuiserie. Merde. Donc, j'ai fait tourneur-fraiseur. C'était ma première formation. J'ai un CAP de tourneur-fraiseur à une époque où on ne faisait pas le digital, qu'on faisait avec les mains. Et là, ça m'a... Je me suis révélé, enfin, il y a des choses qui m'ont intéressé. Donc après, je suis allé faire le bac, etc. Mais pour revenir à votre question, donc j'ai toujours aimé construire. J'ai aimé beaucoup le dessin industriel, la technologie de construction. J'avais 13 ans et demi, là, quand je suis rentré en formation professionnelle, on avait 40 heures par semaine. On avait 16 heures d'atelier, puis après des mathématiques, enfin de la culture générale, de l'essai industriel, culture des matériaux, etc. Et donc, pour revenir à votre question, j'ai toujours aimé inventer quelque chose. Vous faites mention de ce traîneau, effectivement, le traîneau que j'ai utilisé pour aller au pôle Nord. D'abord, j'ai essayé en 85, j'ai échoué, donc j'ai changé ce traîneau. En 85, c'était un peu le début du Kevlar. Il pèse 3 kilos. C'est tout en Kevlar, avec des raidisseurs carbone et une forme à l'avant qui permettait de passer au-dessus des obstacles. Et ce traîneau, je l'ai envoyé, donc il est venu avec moi par avion, à Resolute Bay, c'est un village tout à fait au nord du Canada. Paumé, c'était au mois de février, donc c'était la nuit polaire, c'était la glace, etc. Et il y a un Inuit qui vient me voir, et il me dit, on est désolé, enfin il fait une traduction, on est désolé, il dit, il n'y a pas le traîneau, il n'y a que l'emballage. Et il faisait 3 kilos, ils n'avaient jamais vu un truc pareil, quoi, vous voyez. Voilà.
des premières nouveautés, effectivement, que le monde inuit a découvert. Et après, c'était quoi? C'était sur l'adéquation au milieu qu'il permet d'explorer. Ah, alors l'adéquation de ce traîneau, c'est qu'il fallait qu'il soit léger, qui est une forme très arrondie à l'avant. Il faut comprendre que le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé, donc qui est recouvert par une couche de banquise qui faisait 2 mètres d'épaisseur, à peu près en 86, et cette banquise, elle n'est pas, c'est pas une patinoire. C'est pas une mer gelée toute plate, parce que ça dérive en permanence, la banquise se fracture, par endroits ça se chevauche, ça fait ce qu'on appelle des crêtes de compression, vous voyez jamais l'horizon. Et donc ce traîneau, il avait à l'avant comme ça une pente très forte qui permettait de passer plus facilement au-dessus des obstacles. Il y avait le poids, bien sûr, qui était absolument essentiel, et puis voilà, et d'autres choses. J'ai parlé aussi d'Antarctica. Ah oui, je rebondis, vous avez raison. Donc la banquise, c'est extrêmement travaillé, chaotique, vous voyez. Et donc tous ceux qui ont essayé d'aller au pôle Nord, 2 siècles avant, 1800, etc., en fait, les bateaux à flanc droit, comme tous les bateaux qui sont dans tous les ports à flanc droit, ils passaient entre les blocs de banquise, mais la banquise, c'est quelque chose qui dérive sans arrêt, qui est entraîné par le vent, par le courant. Et ça commence à serrer, et puis quand ça se relâche, il coule. Combien de naufrages? Le dernier qu'on a vu, c'était celle de Shackleton. Peut-être que vous avez vu ce film, on l'a retrouvé, son épave, effectivement. Donc, pour échapper à l'écrasement par la banquise, il y a un Norvégien, Nansen, qui a eu cette idée. D'abord, il y avait un bateau qui s'appelait la Jeannette, qui est rentré par le détroit de Bering pour aller au pôle Nord. Et quelques semaines après, il s'est fait écraser. 3 ans après, on a trouvé l'épave au sud du Groenland. Donc, Nansen dit, mais il doit y avoir un courant de dérive transpolaire. On va faire un bateau très rond, le Fram, il s'appelle, il est à Oslo, donc très costaud, vraiment très rond, de manière à échapper à l'écrasement par la banquise. Et le Fram a fait sa première dérive comme ça, sans se faire écraser. Et donc, je suis parti sur ce principe-là. Le Fram, c'est 1893-96. Je dis, je vais refaire la dérive, le centenaire de la dérive du Fram. Et j'ai fait ce bateau très arrondi, qui s'appelait Antarctica, et qui s'appelle aujourd'hui Tara. Et donc, il a été construit vraiment pour échapper à l'écrasement. Et donc, quand vous faites quelque chose de très innovant comme ça, moi j'avais emprunté 5 millions de francs à l'époque pour le construire. Et j'avais une association qui s'appelait Hauteur et Latitude. Non, Hauteur, bref. Et j'avais mis mon père comme président. Il était artisan tailleur, mon père. Donc j'étais tranquille avec un président qui n'allait pas m'emmerder. Et je lui dis, papa, je vais emprunter 5 millions de francs. C'était plus que dans tout ce qu'il a pu gagner toute sa vie. Mon père m'a dit, écoute, il vaut mieux que ce soit moi qui aille en tôle que toi. Voilà. Ça, c'est un père, hein. Et donc j'ai emprunté ce bateau, donc j'étais couvert de dettes, etc. J'ai dû le vendre parce que j'ai mon partenaire qui m'avait lâché. Mais donc je l'ai revendu, il l'a fait sous le nom de Tara, et il a vraiment, si vous avez suivi la dérive arctique de Tara, il a vraiment fait toutes ces dérives sans... Ce que je voulais dire, c'est que quand vous faites un projet innovant comme ça, vous avez des experts, enfin il y a la banque à qui vous empruntez, il veut savoir si machin et tout. C'était pas facile. Et en allant à Toulouse, je rencontre un copain qui était avec moi, Mathelem. Il me dit, je lui raconte, je suis prof de méca à Supaéro. Il me dit, on vient de recevoir un programme Katia Aviation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les programmes Katia, ceux qui sont dans la... Et c'était Dassault qui avait sorti ça. On peut faire des simulations. Et au mois d'août, il me dit, il n'y a pas d'élèves. Et donc, on a fait à Supaéro, on a fait des simulations de contraintes, etc. Le Bureau Veritas n'avait jamais vu un dossier de cette qualité. Et donc, ça nous a permis d'avoir la confiance de construire ce bateau. Et il a fait sa dérive sous le nom de Tara. Next. Yes. Je vous propose d'aborder une expédition technologique beaucoup plus récente, le Polarpod, que vous décrivez comme votre cathédrale. Et sur le site qui lui est dédié, on peut lire que cette expédition est de la trempe des pionniers, une aventure humaine doublée d'un défi technologique, une exploration océanographique jamais réalisée qui fera date dans la découverte des océans. Pouvez-vous nous parler plus précisément de ce projet ? Ouais. Et pourquoi cette expédition est-elle totalement inédite ? Vous me donnez combien ? Alors,
Le PolarPod, c'est fait pour l'étude de l'océan austral. L'océan austral, c'est l'hémisphère austral, le sud, l'Australie, avec un océan qui fait le tour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud. Et c'est loin, c'est difficile d'accès. C'est fréquenté l'été, essentiellement. La France a un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, qui fait de la Réunion à Kerguelen, qui amène des scientifiques, en plus de la logistique, les Australiens. Mais toutes les communications sur cet océan se terminent par la même phrase: on a besoin de mesures in situ de longue durée. En un mot, on a besoin de s'installer sur cet océan. En dehors de l'été, il n'y a aucune information. Là, je vous parle des 50e hurlants. Ce sont des zones très ventées que les marins du Vendée Globe fréquentent tous les 4 ans, vous voyez. Ça souffle, c'est chaotique. Et donc la question, c'était quel type de vaisseau pour séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc au départ, j'avais dessiné une bouée, une chambre à air de 100 mètres de diamètre. Je pensais que Michelin allait me la financer. 100 mètres de diamètre, et donc j'avais mis un tube central et haubané tout autour, en haut et en bas. De manière, l'idée, c'est qu'un bateau, à chaque passage de vague, il se fait secouer. Donc l'idée, c'est d'être à cheval sur 3 systèmes de vagues. Et donc, ça permettait d'avoir une stabilité si vous êtes à cheval sur 3 systèmes de vagues. Donc, je l'ai fait étudier par Laurent Mermier, c'est un bureau d'études de Chipest, de Lorient. Et il me dit, ça va finir par s'arracher sur le truc. On garde le tube central. Et donc, on a fait ce tube central qui est le flotteur, qui fait 100 mètres de haut et 75 mètres de tirant d'eau. Imaginons que ce soit ça, le PolarPod, vous voyez. C'est 3 tubes, hein. Mais le niveau de la mer est là, il y a 75 mètres de tirant d'eau. L'idée, c'est d'aller profond pour être pris dans des eaux stables. Et à la surface, ce n'est pas un cylindre comme ça, c'est 3 tubes, c'est un treillis. Et donc, on est poreux à la vague. Donc, on a une stabilité qui est très bien dans cette grosse mer. Ensuite, il faut que les conditions de vie soient bonnes. Le pilonnement. Un bateau, quand il monte et qu'il descend comme ça, on appelle ça du pilonnement. Et donc, il faut que ce soit tout à fait compatible avec cette mer déchaînée. Donc, le pilonnement, c'est-à-dire ce mouvement vertical, c'est 60 secondes. C'est loin de la houle. Vous voyez, la houle, c'est fait 20-22 secondes. Donc, on a cette stabilité, on échappe à la houle. Donc, tout ça, ça a été étudié. On a fait des maquettes à l'école centrale de Nantes, à l'école des bassins à vagues d'Ifremer. Ça marche, c'est très stable. Fais confiance aux ingénieurs. Ça marche. Ensuite, pourquoi on y va? Donc, je parle que de la technique, vous voulez, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? D'accord. Le reste vient après. Le reste vient après, hein? Bon, la technique, je pense que... Alors, non, c'est pas fini la technique. Ça va durer 3 ans. Hein, on parlera du programme scientifique après. L'intérêt scientifique, mais les chercheurs nous ont demandé du CNRS de faire 2 fois le tour. Avec un tour, ça restait pas mal déjà. Bon, 2 fois, d'accord, monsieur. Et ça va durer 3 ans. Et donc, ce véhicule, il est autonome. Le moteur, c'est le courant circumpolaire. Il y a un courant qui fait le tour, hein, le courant circumpolaire antarctique. Donc, on se déplace à la vitesse du courant. Il n'y a pas de moteur de propulsion. Et il y a du vent. Et on a 6 éoliennes qui nous donnent l'énergie. Et ça permet d'avoir un véhicule autonome, 0 émission. C'est le premier navire océanographique, parce que c'est un navire, 0 émission pour étudier l'océan austral. C'est bon? Et bien justement, ce lien entre ingénierie et sciences, donc des programmes scientifiques, on le retrouve parfois dans vos ouvrages. Donc, par exemple, dans Explorateur d'océan, vous nous dites qu'une idée d'expédition n'est pas une création spontanée, elle est la synthèse opportune au confluent d'un réel besoin de découverte, d'un désir d'engagement pour des programmes où l'exploration se conjugue avec le partage de connaissances dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre et de sa préservation. Donc cette expédition, finalement, c'est une quête qu'on peut qualifier de personnelle, mais qui va rencontrer une pluralité de domaines scientifiques pour aboutir. Donc nous, on se demandait comment dans vos expéditions est-ce que vous avez ressenti ce besoin de transdisciplinarité, de croiser les disciplines, et si vous aviez un exemple justement d'une collaboration un peu inédite que vos expéditions auraient permis de faire émerger. Alors c'est vrai qu'une
Une expédition, c'est quelque chose qui est... Alors, il y en a certaines que j'ai faites en solitaire, mais une expédition comme le Polar Pod, par exemple, c'est une convergence d'intérêts. Moi, ça fait un moment donc, que je fais des expéditions. Une expédition, c'est une entreprise, vous voyez. Ça fait... ouais, tiens, c'est un aventurier. Hein. Non, c'est un boulot, quoi. Hein. C'est une entreprise, c'est des salariés, c'est rechercher des financements. Et donc, c'est des projets, en général, pluridisciplinaires. Et donc, quand je monte un projet comme ça, s'il y a une destination, là, reprenons le Polar Pod, je viens d'en parler, il y a une destination qui est difficile d'accès. Donc, il va falloir construire quelque chose. J'adore construire, j'adore réfléchir à des constructions. Ensuite, il y a une attente scientifique. Et donc là, effectivement, je suis parti présenter le projet à la communauté scientifique de manière à croiser des intérêts pour construire le programme scientifique. Et ensuite, moi, je ne suis pas un scientifique de terrain, je suis, vous voyez, un organisateur d'expédition. Donc il y a la technologie, il y a les scientifiques, et moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est l'aspect pédagogique. Rebondir sur ce que l'on fait sur le terrain. Le terrain vous donne une force, vous donne une légitimité. Vous voyez, donc, et aujourd'hui, avec les moyens de communication, j'ai commencé la pédagogie avec le Minitel et Dutel. C'était le Minitel de l'Éducation nationale. On a envoyé ce qu'on pouvait comme information, mais j'ai adoré ça. J'ai adoré. Moi, en fait, je suis très autodidacte, quoi. Hein. J'ai fait le CAP tourneur-fraiseur, puis après j'ai fait médecine, puis après, etc. Donc, et en cours, je m'ennuyais. Et donc, à partir de la deuxième année de médecine, je peux aller en cours, j'ai allé à l'hôpital, et il y avait des cours polycopiés. Donc, on achetait le cours polycopié. Pourquoi aller là-bas? Il fallait aller à la fac et tout, pour quelqu'un qui lisait le cours, donc ça ne me trouvait pas ça passionnant. Et donc, j'ai toujours aimé m'auto-apprendre. Et en fait, la pédagogie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est passer des phénomènes complexes au tamis pour sortir quelques petites choses que l'on comprend, des pépites, puis les reconstruire pour faire quelque chose de compréhensible par tout le monde et attractif. Donc ça, c'est... Après, je rebondis une fois que tout ça est en place. Mais quand on a un projet, quel qu'il soit, il faut avancer toutes les antennes dehors, tout ce qui va pouvoir croiser des choses à laquelle vous ne pensez pas. C'est ça qui fait l'enrichissement d'un projet. Toujours voir un peu ce qui peut donner du relief, de l'enrichissement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai... Une expédition, c'est comme une table de mixage, vous voyez, il faut faire tout avancer en même temps, capter, puis alors le hasard, ça s'organise. Si vous voulez, vous rencontrez quelqu'un, il y a 2 ans, vous n'avez rien à faire, vous voyez, mais depuis que vous avez évolué, tac, ça là. Et c'est quelque chose qui est une dynamique que j'aime bien, cette dynamique qu'il faut entretenir en permanence quand on monte un projet, quoi. Ça va? J'essaye parce qu'ils ont plein de questions, donc je fais attention de ne pas... C'est bon? Ouais. Non, je les ai rencontrés tout à l'heure, on a bien rigolé déjà. Très bien, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette conférence qui porte sur l'aventure, après avoir parlé de l'ingénierie qui accompagne justement vos aventures, vos expéditions. Et pour vous, les aventures sont d'abord une expérience humaine vécue dans des milieux extrêmement hostiles, l'Antarctique ou le pôle Nord, ou des océans assez sauvages, et qui stimulent chez vous des sentiments intérieurs très forts, et qui ont vous permis de révéler votre personnalité autant que vos limites. Et depuis petit, vous rêvez d'aventure, on peut lire dans Persévérer que vous rêviez d'une vie forte et intense, d'aventures solitaires. Ouais. Et vous dites que vous étiez extrêmement timide et que la nature était votre refuge. Ouais. Vous étiez certes timide, mais pas du moins craintif. Et ce caractère est associé, excusez-moi, à la valeur cardinale qui guide toutes vos aventures et qui vous permet de les mener à bien, qui est la persévérance. Ouais. Vous dites dans Explorateur d'océan, de toutes les aventures passées, j'avais appris que la persévérance est la seule voie possible tant que la vie des hommes n'est pas en danger. Pour avoir maintes fois résisté aux tentatives de l'abandon, aux tentations de l'abandon, je savais que la persévérance est rédemptrice. Elle conduit à recentrer ses forces, à l'hyperprésence, à découvrir un terrain personnel encore insoupçonné de soi. Pourriez-vous nous redire, comme vous le dites à vous-même souvent dans vos aventures, combien il est important de persévérer et surtout comment persévérer face à l'adversité, face au découragement et face au scepticisme? Alors, vous avez dit beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses.
Oui, les régions polaires, vous avez signalé que je fais beaucoup dans les régions polaires. Donc on me dit de temps en temps, vous devez bien aimer le froid, vous voyez. On ne peut pas aimer le froid, on est des animaux à corps chaud. On ne s'en rend pas compte. Apparemment, tout le monde est à 37, là. C'est énorme, 37, vous voyez ce que je veux dire. Maintenir un corps à 37, ça veut dire faire manger, se protéger, bon là, avec le salva. Mais c'est énorme. Je vous invite à faire de l'eau à 37 degrés avec un thermomètre médical, vous trempez la main, vous allez voir, c'est très chaud. Donc, on ne peut pas aimer le froid. Je veux dire, j'ai parlé une fois à Théodore Monod. Théodore Monod, si vous l'avez connu, il allait surtout dans le Sahara, dans le désert chaud, tu vois, Théodore. Et donc, c'était un intellectuel, philosophe et tout. Donc, je lui demande une fois, je lui pose la question, Théodore, est-ce qu'on vous dit à vous, vous allez dans le désert, au Sahara, parce que vous aimez le chaud? Alors, Théodore, non. Alors, on discute, et en fait, on n'avait ni le chaud ni le froid. C'était pas un amour ni du chaud ni du froid. On avait un truc en commun, c'était les déserts. Vous voyez, c'est ça. Le désert du Sahara, les déserts polaires. Donc effectivement, je rebondis par rapport à ce que vous disiez, ça allait bien, ça va bien avec mon désir de solitude. La solitude est un refuge dans lequel j'y trouve souvent de la force, de la reconstruction. Et ça date depuis très longtemps. À 14 ans, j'ai fait une liste. Moi, je suis né dans le Tarn. Il n'y a ni la mer, ni la montagne, mais je rêvais surtout de montagne. C'était des projections comme ça, quoi. Et à 14 ans, j'ai fait une liste de matériel avec un truc qui s'appelait le catalogue de l'AHUT. C'était des vieux magasins. Et avec le catalogue de l'AHUT, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et donc aujourd'hui, j'analyse ce projet, tu vois, à 14 ans, pourquoi en hiver? Et apparemment seul. Donc c'était quelque chose qui allait à ma nature d'inventer des histoires. Et donc je me suis un peu auto-formé. Et la persévérance, c'est pas quelque chose c'est pas un moteur, quoi. Hein. C'est un travail. C'est un travail. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait clôturer ce qu'on entreprend, même si le chemin est difficile. Quand vous avez une envie, pour moi, l'envie, c'est le capital. Tu vois, si tu as une envie d'un truc, c'est le capital. C'est ça qu'il va falloir faire fructifier. Une envie, pas un truc un truc récurrent. C'est précieux, ça, l'envie. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir y consacrer du temps, du travail et de la persévérance. Cette persévérance, je l'ai mis à l'épreuve le plus possible en allant au pôle Nord en solitaire. Tu vois ? J'ai résisté à la tentation de l'abandon. J'ai eu moins 52 dans la tente le 6 mars. Je savais que j'étais en hypothermie, mais j'avais l'expérience déjà de pas mal de bivouacs. J'étais un super campeur. J'avais l'expérience de tout ça, mais je faisais des tables de multiplication dans ma tête pour voir si j'avais Parce que l'hypothermie, elle vous endort petit à petit, et puis vous ne revenez pas. Donc il y avait ça. Donc c'était cette résistance à la tentation de l'abandon que j'ai vraiment cultivé le plus. Là. Et là où c'est rédempteur, effectivement, c'est que cette résistance, elle t'amène à achever ce que tu as entrepris. Donc il y a un livre que j'ai écrit, c'est dans mes pages, je ne sais pas s'il est là, mais où je parle effectivement que des fois des gens disent, bon, on arrive à la retraite, il faut machin et tout, je vais faire de la marche, et puis vous mettez dans un club de marcheurs, putain, les marcheurs, ils sont déjà en forme, et vous derrière, et donc vous dites, j'abandonne. Non, n'abandonnez pas, faites-vous aider, mais allez jusqu'au petit sommet qui était prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous revenez le lundi, vous êtes essoré. Je ne sais pas pourquoi ceux qui sont à la retraite, ils marchent le dimanche. Mais c'est vrai, hein? Et donc le lundi, vous êtes essoré, mais vous l'avez fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, voilà. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à faire les choses. Il faut, le plus possible, clôturer ce pourquoi on s'est engagé. Moi, à un moment donné, au pôle Nord, je me disais, j'y arriverai pas. Et j'avais une faiblesse. À un moment donné, je me dis, si tu pouvais te casser une jambe, tu vois. Parce qu'il y avait je pouvais me casser une jambe. Il y a des crêtes de compression. On fait l'escalade de blocs, des gros blocs de glace qui ont été poussés comme ça. Ils sont instables. Donc, je montais des fois pour regarder où aller. Et je me disais, si tu vas revenir en héros, quoi, le mec de la civière. Docteur Étienne, il a essayé dans tel pôle Nord et tout.
Et j'ai tenu. Tu vois, donc c'est le conseil que je peux donner à tout ce qu'on entreprend. Pas commencer par l'Himalaya d'un coup, l'Everest, mais par des choses progressives que l'on se construit soi-même et clôturer ce qu'on entreprend. Ça va ? Il n'y a rien d'autre à ajouter, merci beaucoup. Alors moi j'ai une question. Nous sommes dans une époque où l'on cherche des repères, des points d'ancrage. Et vous semblez vraiment défendre la vertu de l'aventure, de l'enthousiasme, de l'audace, de l'initiative, de la prise de risque. Et j'ai envie de vous lire un court extrait d'Explorateurs d'océan, qui justement nous parle de cette liberté associée à l'aventure. La liberté n'est pas un état stationnaire, mais un espace vivant que l'on doit en permanence reconquérir. Carrière, retraite, sécurité, rentabilité, performance, épargne, placement sur assurance vie sont des dispositifs créés pour soulager nos inquiétudes et qui deviennent des amarres de plomb lorsque l'existence entière s'organise autour de la peur de les perdre. Pensez-vous que nous sommes trop heureux, que nous nous sommes rendus inertes par nos craintes collectives et individuelles ? Ben oui, vous avez fait la liste là. Hein. Et c'est vrai que c'est fait pour nous aider tout ça. Mais on s'installe dans la crainte de les perdre. On le voit, les discussions qu'il y a à l'heure actuelle sur les retraites, par exemple. Mais il n'y a pas que du bon sens. Il y a du parti pris, il y a du parti pris politique, on s'éloigne un peu, si vous voulez, l'intensité éphémère du présent nous aveugle. Vous voyez, on perd un peu de perspective et de calme et de... Je trouve... Alors, il y a mon âge qui y fait, bien sûr, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Je vois qu'effectivement, on avance vers un monde d'inquiétude. On a plein de raisons d'être inquiet. Mais c'est important de se réserver des parts à soi-même pour réaliser sa propre existence. Vous voyez ? Moi, quand j'ai eu 65 ans, j'étais convoqué à la sécurité sociale et il y avait une dame avec un écran devant là. Et bien, elle me dit, vous n'avez pas beaucoup cotisé. Et non. Mais ce qui était remarquable, c'est que elle connaissait mon parcours. Mon premier salaire, je l'ai eu à 14 ans. Vous voyez ? Et c'était marqué dans l'ordinateur. Ça voulait dire c'était écrit avant, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont regardé la vie de tout le monde pour la passer de ce qui était écrit à la main pour la mettre dans les ordinateurs. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc elle m'a trouvé plein de choses que j'avais... Alors, ce salaire que j'ai eu à 14 ans, ça m'a valu 3 mois. Ça marche par 3 mois, la retraite. Et voilà, donc j'ai une petite retraite, mais je m'en fous. Je suis très économe et je mène la vie que j'ai envie de mener. C'est important de ne pas perdre son parcours, de ne pas perdre les choses qui vous consolident. Parce que j'écoute régulièrement les nouvelles, quoi. C'est surtout en ce moment, si vous voulez, hein, c'est quelque chose qui est assez affligeant. Donc, je me suis toujours accroché aux projets que je m'inventais, à la vie que tu vas t'inventer, tu vois. J'ai fait la course autour du monde avec Éric Tabarly. Donc, quand je suis revenu, j'avais encore des cheveux, des mèches blondes, parce que j'ai passé 1 an en mer avec Éric, donc on revient avec le soleil et tout, on a des mèches blondes. Et un laboratoire pharmaceutique, Merck Sharp & Dohme, m'avait demandé de faire... Il y avait 7 ou 8 conférences pour des médecins, des amphithéâtres comme ça, plein de médecins, pour les 10 ans d'un médicament, l'indocide. Et donc, première conférence, je fais à Toulouse, donc à la fin, il y a quelques médecins qui viennent, qui me disent « Putain, c'est toi qui as fait le bon choix, quoi. Nous, on a une famille, on a machin, on a un prin, des deux, bon. » Deuxième conférence, je me souviens très bien, c'était à Lyon, pareil. Là, la troisième, c'était à Lille. Je me souviens, je me dis, là, il faut quand même que je trouve un truc. Parce que moi, je m'amusais dans ce que je faisais. Eux avaient l'air de s'ennuyer. Et donc, pareil. Mais je dis, attendez, ne rêvez pas de ma vie. Elle n'est pas faite pour vous. Moi, j'ai une 403, je dors souvent dans ma 403. J'ai 33 ans, ma seule adresse, c'est encore mes parents. Je ne gagne pas grand-chose, mais
je fais la vie. On a un truc en commun, l'exploration. La médecine, c'est un métier d'exploration. Vous voyez, vous pouvez, alors nous, on a étudié la médecine en France, mais vous pouvez aller ailleurs. C'est un champ d'exploration, et c'est ça qui est intéressant. Essayer d'enrichir le potentiel que l'on fait. Et moi, j'aurais pas tenu dans un coin où on me coiffe, ou qu'on m'empêche de faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de laisser l'individu progresser, s'enrichir. Vous voyez, j'ai des enfants jeunes, je m'y suis pris tard. On était aux États-Unis, et pour commencer sur PolarPod, d'ailleurs, on habitait aux États-Unis pendant 2 ans, donc mes enfants étaient à l'école. Il y avait quelque chose. Les enseignants américains ne sont pas des meilleurs enseignants que les Français, mais nous, par rapport à notre culture, c'était toujours « Wow, that's good, that's very good ». Ça, c'est pas bien, ça. Mais là, on va travailler. Mais là, c'est bon. Ah, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas, nous, cette culture, on se fait engueuler régulièrement. Et c'est ça, je trouve, qui est fondamental. Et dans mon optimisme raisonné, j'ai toujours préservé, si vous voulez, et même ce que je vous dis tout à l'heure, moi, j'adore la vie que vous avez. Vous m'avez parlé, vous avez plein de potentiel, quoi. Hein. Et la vie, elle est pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est important, de ne pas se faire trop détruire, effectivement, par toutes ces contraintes que nous avons, quoi, voyez. Garder sa part en soi de cette petite poche que l'on a en soi, qui est cette ressource, quoi. Hein. Alors, ça peut être des religions pour certains. On aurait tort de se priver de l'idée de Dieu, au sens, pas d'un Dieu religieux, au sens, et ça quelque chose, j'ai 2 choses qui m'aident, vous voyez. Tout d'abord, on est des merveilles. Je parle du corps, de la vie. Hein, la vie. L'humain ne sait pas faire la vie, c'est-à-dire partir de la matière inerte pour faire de la matière vivante. Alors si vous dites à une maman qui a des enfants, on ne sait pas faire la vie, mais moi j'ai fait 2, et ils sont bien vivants. Mais oui, mais vous avez fait un enfant avec un ovocyte, un spermatozoïde, qui était déjà 2 cellules vivantes. Et vous vous rendez compte, dans ce tout petit truc, il y a tout le programme. Vous voyez, c'est génial. Il y a tout le programme dans ces tout petits trucs comme ça. Et tout le monde a l'air d'aller bien, le cœur bat, hein, l'insuline, si vous avez mangé du sucre un peu, ça va, la respiration, la tension artérielle se maintient, mais avec une précision, et qui est aux manettes? Qui est aux manettes de ce corps humain qui est un prodige, quoi, vous voyez. Ça me rassure. Vous voyez ce que je veux dire, on est des merveilles incroyables. Je parle physiologiquement, quoi, biologiquement. Et la deuxième chose qui m'aide un peu pour prendre de la distance, c'est le cosmos. On décide tous de partir dans le cosmos, vous voyez, on va passer très rapidement devant la station spatiale qui est en banlieue, là. On continue, puis on sort de notre galaxie, il y a Betelgeuse, enfin, bref, et on continue. Dans quoi on est là? Peut-être qu'on va arriver à la frontière, hein, dans une sphère, on arrive à la et la sphère, elle est dans quoi? Donc cette immensité du cosmos, qu'on ne connaît pas les limites, c'est un infini. Voilà, ce sont 2 dimensions, vous voyez, qui m'aident de temps en temps à me dire qu'il y a quand même des choses absolument merveilleuses. Il y a un fini que personne ne connaît, et j'appelle ça mon refuge cosmique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais je me suis un peu emballé. Vous avez compris, on est des merveilles. Donc pour finir sur ce thème de l'aventure, je voudrais revenir un peu sur cet aventurier qui n'avait peut-être pas peur de grand-chose et que vous avez déjà mentionné, donc Fridtjof Nansen. Ouais. Donc vous avez précisé que Antarctica s'inspirait un peu déjà du Fram, ouais, de Nansen. Il a tenté d'atteindre le pôle Nord en vain, contrairement à vous. Donc on voit que voilà, l'aventure de Nansen et même votre embarcation, toutes sont un peu liées.
Et donc, on voulait revenir un peu sur l'importance qu'il pouvait avoir pour vous, et surtout comment vous avez pu vous inscrire dans cette lignée d'aventuriers et dans ces pas, justement. Alors, Nansen, j'ai 2 idoles polaires. Nansen au nord et Shackleton au sud. Nansen, il m'a inspiré effectivement la construction du bateau Antarctica par le Fram qu'il avait écrit. Mais Nansen, c'est un personnage qui a participé à l'indépendance de la Norvège, et c'est un personnage qui a inventé le passeport Nansen. Le passeport Nansen était un passeport qui a été créé à la fin de la... Tu connais le passeport Nansen? Ça existe toujours, je crois. C'est pour les réfugiés politiques de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Et ça lui a valu d'être prix Nobel de la paix, effectivement. Donc c'est un personnage complet, à la fois un explorateur, c'est un professeur d'université, un merveilleux diplomate, quoi. Donc Nansen m'a beaucoup inspiré, tellement que quand j'ai décidé de refaire le centenaire de Nansen, je suis allé en Norvège, à Oslo, pour me présenter. Il y a une institution, Nansen, et donc l'institution Nansen, elle est dans l'ancienne maison de Nansen, où il avait sa maison, son bureau, etc. Et donc je suis allé me présenter. Nansen, c'est un peu De Gaulle, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est une personnalité très forte. Imaginez un Norvégien qui vient, je voulais faire comme De Gaulle. Voilà, donc je suis allé me présenter, et j'ai été accueilli en disant, je voudrais refaire, très bien. Et la personne, au bout d'un moment, m'a dit, venez voir son bureau. Et donc j'ai vu le bureau de Nansen, qui était un peu... Enfin, je ne sais pas, ils avaient peut-être changé, mais c'était là où il a vécu sa vie, là où il avait monté ses projets. Ils m'ont laissé seul pendant, je ne sais pas, 5 minutes, un truc comme ça. Et j'étais ému d'une force, quoi, tu vois. Et en fait, ils étaient contents que je sois allé me présenter de manière à les associer à ce projet-là. Donc Nansen reste un personnage qui est marquant. Je vous invite à lire effectivement son livre « Après la dérive ». Ils ont dit on va aller au pôle Nord. Donc ils ont quitté le bateau qui dérivait. Ils étaient 2, ils sont partis, ils se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas. Ils ont fait demi-tour, mais le bateau était parti, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Ils sont revenus, ils ont trouvé une île sur laquelle ils se sont mis, ils ont repassé un hiver. C'est d'un courage absolument extraordinaire. Ils avaient une capacité, ces gens, parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient aucun moyen de dire où ils étaient, comment ils allaient, se plaindre de rien, vous voyez, d'appeler au secours, rien. Et donc, ce sont des leçons d'audace et de courage exceptionnelles. Nous allons désormais passer à la 3e partie de cet entretien qui va porter sur la question de la protection de l'environnement. En effet, vos expéditions ont presque toujours un objectif de production et de transmission des connaissances portant notamment sur le changement climatique et la protection de la nature qui nous entoure. Et dans Explorateurs d'océan, vous dites « Non, la nature n'est pas le décor de l'existence où se joue la comédie humaine. La nature est la plus grande mutuelle du monde où toutes les espèces ont la vie en commun. » Pourriez-vous revenir sur le choix de ce mot, la mutuelle, et de ce qu'il implique? Et oui, l'autre jour j'ai fait une conférence pour le Massif. Et donc j'ai dit, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde? Ils ont tout de suite trouvé. Eh non, c'est la nature. La nature où toutes les espèces ont la vie en commun. Dans un combat proie-prédateur, c'est pas tranquille la nature. Hein. Nous, on la regarde, si vous voulez, c'est pour ça que je dis, la nature n'est pas que le décor de l'existence. Pour nous, c'est un décor apaisant, effectivement, qu'on va chercher. Mais derrière ce décor, il y a un combat permanent de proie-prédateur, et chacun dans la nature cotise à la fois de son mode de vie et de son corps à la fin. La nature, c'est le modèle parfait de l'économie circulaire. Il y a 3 piliers dans la nature: la production primaire, les consommateurs, les recycleurs. La production primaire, c'est le ver, hein, c'est la prairie à terre, c'est le phytoplancton en mer, qui est le point de départ de toutes les vies. Ça commence par des végétariens, c'est la même chose, le phytoplancton en mer. Ça, c'est le point de départ de toutes les vies, la production primaire. Et ça, il faut vraiment la protéger. Les consommateurs dans la nature, quels qu'ils soient, je parle des animaux qui sont là, ils ne changeront pas de méthode de travail, de capture toute leur vie. Ils n'inventent pas comme nous des choses. Donc il y a une stabilité des moyens, stabilité des besoins. Et à la mort, il y a le recyclage. Le recyclage,
effectivement, il y a des charognards, etc., mais il y a tout un système de bactéries, de champignons qui va décortiquer complètement la matière morte pour en faire l'humus qui va nourrir la production primaire. Donc dans cette stabilité des besoins et stabilité des moyens, c'est une véritable économie circulaire. Jusqu'à ce qu'arrive un mutant surdoué. Nous. Et nous, on a une intelligence absolument remarquable. C'est remarquable ce qu'on est capable d'inventer, quoi. On a inventé des nouveaux moyens, des nouveaux besoins. Il y a quand même, on est de plus en plus nombreux. Il y a du marketing, là. Et donc, on est passé d'une économie circulaire à l'équilibre à une économie en spirale. Et petit à petit, on s'éloigne de cette économie circulaire que nous présentait la nature. Et effectivement, si dans son activité professionnelle, personnelle, tout ce que l'on veut, l'objectif, enfin, ce que l'on peut viser pour chacun, au niveau de son impact, c'est protéger le plus possible un de ces trois piliers, être exemplaire. La production primaire, on voit bien que la déforestation, on l'a évoqué, la déforestation, ce qui limite le plus possible les prairies, le vert, je parle du vert, du pigment de chlorophylle. Je ne parle pas des vers, je parle du vert. Le pigment de chlorophylle par la photosynthèse. Vous vous souvenez, la photosynthèse, c'est la capacité formidable qu'ont les plantes à terre ou en mer, le phytoplancton, à se nourrir. Pour se nourrir, sous l'action du soleil, elle capte le rayonnement, le CO2, elle va faire de son glucose, c'est-à-dire sa nourriture, et nous libérer l'oxygène. Ça, c'est quelque chose qui a permis à toutes les vies d'exister. Donc, préserver absolument tout ce qui peut, toute la production primaire, c'est un chantier absolument colossal. Ça, c'est les choses sur lesquelles on peut agir. Des consommateurs exemplaires. Soyez des consommateurs exemplaires. On n'a pas besoin de faire la liste de ce qu'il faut et faut pas. On entend parler tous les jours. On sait comment est-ce qu'on peut devenir économe en énergie, économe, etc. Et on n'est pas bon en recyclage. On est même mauvais en recyclage. Ça, et on n'y arrive pas très très bien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. On parle beaucoup des matières plastiques qui ne sont pas recyclables, etc., qui est un enfer, effectivement, pour l'océan. Donc, essayons, chacun à son niveau, d'être efficace sur chacun des trois piliers, production primaire, consommateur, recycleur. Ça titre ? On va pouvoir prolonger justement cette réflexion avec cette phrase qui est issue de Explorateurs d'océan. Notre avenir tient dans notre sagesse à réintégrer la biocénose, ouais. Cette association harmonieuse entre toutes les espèces vivantes. Ouais. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler notre rapport à l'environnement en faisant peut-être une part plus grande à notre instinct un peu sensitif et justement se rapprocher de cette figure de l'animal dont on s'est un peu distancié en instaurant cette dualité nature sauvage et humanité civilisée. Oui, comme je disais, on a inventé des nouveaux besoins, des nouveaux moyens, et il faudrait qu'on sorte, en fait, on est la civilisation carbone. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec ces fossiles que l'on trouve dans la profondeur. On est des génies. Aller chercher un truc au fond comme ça, savoir le faire exploser dans un cylindre, et on fait un moteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous rentrez dans le détail de cette intelligence, faire décoller un avion, un 800, combien c'est le gros là, le 830, je sais pas quoi, le gros Airbus, on est 500 dedans et chacun est venu avec ses valises de 23 kilos. C'était inimaginable il y a un siècle. Vous voyez, je veux dire, on est capable d'inventer des choses extraordinaires. On a inventé l'électricité. Donc si on veut décarboner, parce que ça c'est un sujet très important, il va falloir sortir de l'énergie de stock. Le stock, c'est pétrole, gaz et charbon, et passer à des énergies de flux. C'est quoi le flux ? C'est l'électricité. Mais l'électricité, vous revenez à la maison, vous branchez, on charge le truc, etc. Ça fait partie de la vie du quotidien, on ne fait même plus attention. L'électricité, c'est du génie. Vous vous rendez compte, là je suis venu avec le TGV, je vais repartir avec, quand vous regardez, vous êtes sur le quai, il y a 2 rames, ça fait 800 mètres de long, c'est géant,
et ça fait je ne sais plus combien de milliers de tonnes, et bien le TGV, il va partir avec de l'électricité qu'il reçoit, qui est dans un câble gros comme mon index. Vous vous rendez compte ça? Imaginons cette puissance qui passe dans un câble gros comme l'index qui va vous déplacer. Voilà. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui me font dire qu'on a conscience de la situation et on a l'intelligence des solutions. Vous voyez, j'ai fait une intervention à l'école centrale. Effectivement, moi, je suis un boomer. Le mec, il en a profité un max. Mais en fait, c'est pas une dette, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Et donc, si on veut passer des énergies de stock au plus vite à des énergies de flux, les énergies de flux, c'est l'électricité, bien sûr, elle est produite par le renouvelable, faible densité, alternance, il faut stocker. L'hydrogène, par exemple, n'est pas une ressource, c'est un moyen de stocker l'énergie, c'est un vecteur, exactement comme l'électricité. Donc, les renouvelables, ou alors il va falloir passer à l'hyperdensité énergétique. E égale MC2. E, c'est l'énergie, M, c'est la masse de la matière, et C, c'est la célérité. C'est la vitesse de la lumière, il n'y a pas plus. Ce qui se passe dans le Soleil, vous avez une fusion des noyaux légers qui vont produire une énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les réacteurs nucléaires, effectivement. C'est la fission des noyaux lourds. Dans une fission, il y a une perte de masse, une production d'énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. Donc c'était la génération 2, celle que nous avons aujourd'hui. Ensuite, il y a la génération 3 qui est l'EPR. On a une rupture colossale. Parce que parler du nucléaire, ça s'est apaisé aujourd'hui. Mais c'est infernal. Ça revient, regardez, dans l'actualité à l'heure actuelle, on ne veut plus qu'il y ait la bombe de destruction massive. C'est infréquentable, vous voyez ce que je veux dire? Le nucléaire a été tout de suite associé à l'arme de destruction massive, alors que c'était un pur produit de génie. On aurait fait un développement pacifique de l'énergie nucléaire, on aurait des voitures avec un petit truc comme ça, exactement comme celui qui est dans le cosmos là-haut. Vous voyez, des petites pastilles. On a une rupture à un moment donné, et c'est fait si bien que l'EPR, par exemple, a mis du mal à décoller. On avait la génération 4 en France, à neutrons rapides, les digesteurs. Parce que quand on parle du nucléaire, on dit souvent, mais les déchets, monsieur Étienne, les déchets. Oui, mais les déchets, oui, c'est vrai, on est emmerdé avec. Mais les déchets, on sait où ils sont. Il y a la génération 4, par exemple, à neutrons rapides, qui seront des digesteurs. On sait où ils sont. Par contre, il y a un déchet de réaction énergétique avec lequel on est bien embêté, c'est le CO2. C'est pire que les déchets nucléaires, qu'on sait où ils sont pour pouvoir retraiter. On n'a pas d'aspirateur à CO2. C'est là-haut, enfin c'est pas loin, hein, c'est dans la troposphère, hein, c'est dans les 10 bornes, 10, 15 bornes. C'est là et ça s'accumule, si vous voulez. C'est ça qui fait la charge petit à petit. On est en train de créer une bâche au CO2 dans laquelle on est de plus en plus enfermé. Et donc, la seule façon de récupérer ce CO2, de le recapturer, d'abord, limiter les émissions, ça c'est absolument fondamental, et le recapturer. Limiter les émissions, donc c'est pour ça que je disais à l'école centrale, attendez, les 30 glorieuses, c'est pour vous. Parce que si on veut passer de la civilisation carbone dans laquelle nous sommes vraiment très dépendants à une production énergétique pour une population mondiale qui ne produit pas de CO2, alors là, en termes d'investissement, de progrès technologique, c'est vous, c'est la jeunesse, c'est vos cerveaux intelligents dont on a besoin absolument aujourd'hui, vous voyez, ça c'est... Et donc, si jamais on était resté dans cet usage pacifique, on aurait pu effectivement échapper assez vite à cette production excessive de CO2, quoi. Et donc, j'ai confiance dans cette capacité, mais il faut faire des investissements, il faut y aller. On a l'intelligence des solutions, on a la capacité à trouver les solutions. C'est vous, là, hein? Ça va? Vous évoquiez tout à l'heure votre rapport au cosmos qui est très important pour vous. Et je me permets de raconter une anecdote à propos d'un outil du cosmos que vous avez utilisé pour votre exposition, puisqu'il s'agit du Space Pen. Ouais. C'est un stylo de l'espace que vous aviez acheté à Washington. Et c'est un stylo où l'encre est pressurisée pour permettre aux astronautes d'écrire en sortie extravéhiculaire. Ouais. Et surtout, dont l'encre est censée résister au froid extrême. En revanche, vous précisez dans Persévérer que ce stylo a moins bien fonctionné que votre bon vieux crayon de bois amine 2B pour l'écriture de votre journal de bord par moins 49 degrés.
4 ans plus tôt, vous aviez déposé votre candidature au CNES, le Centre national d'études spatiales, pour être astronaute. Oui. Alors, avez-vous regretté de rester sur Terre? Et pensez-vous que les deux explorations, qu'elles soient spatiales ou arctiques, sont d'une égale importance? Pour moi, je n'ai pas été dans l'espace. C'est vrai, vous l'avez mentionné. J'avais déposé ma candidature en 83 de mémoire. C'est la première fois qu'on prenait des noms, on prenait des pilotes de l'armée, hein, Jean-Loup Chrétien, par exemple. Et donc j'avais posé ma candidature. J'ai passé le premier tour et je n'ai pas passé le deuxième tour. Et une fois, j'ai rencontré l'ancien président du CNES, qui faisait partie du jury. Et il m'a dit, vous étiez numéro 9, on en a pris 8. Il vous a manqué un truc essentiel, vous n'aviez pas fait de publication scientifique. Moi, je n'ai pas de carrière scientifique, donc je n'avais pas fait de publication et c'était obligatoire. Donc, je n'ai pas... C'est Claudie Agneray qui a été sélectionnée à ce moment-là, Claudie. Et donc, oui, et pour revenir au Space Pen, j'avais été présenter le projet du pôle Nord, effectivement, à Washington, à National Geographic. Il y avait un magasin, là où on vendait un peu de tout. Et donc, j'avais acheté 2 Space Pen. Ça reste... quand vous écrivez avec vous avez essayé d'écrire avec le stylo bic en l'air, ça s'arrête, puisque l'encre, elle descend par gravité, quoi. Hein. Donc, on met la pression, c'est le Space Pen. Il n'y en a aucun des deux qui a marché. Hein. Donc, j'avais quand même amené un crayon mine à corps gras, ce qui m'a permis de régulièrement. J'avais des choses précieuses. Le traîneau, j'en ai parlé. Le réchaud. Le réchaud, c'est le Saint-Sacrement. Il s'arrête, tu meurs. C'est un truc essentiel, quoi. Donc, il y a du white gas, on appelle ça. C'est une essence très fluide. Elle est complètement dégraissée, un peu comme le détergent. Elle est complètement dégraissée, donc elle marche à basse température. Et l'autre chose que j'avais, à 86, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc je naviguais avec le Soleil. Le Soleil, c'est un astre qui est fiable. Hein. À 6 heures du matin, il faut être en heure solaire locale. À 6 heures du matin, il est plein est, midi, il est plein sud, 18 heures, plein ouest, etc. Et donc j'avais une montre qui faisait un tour en 24 heures et donc qui suivait comme ça la rotation du Soleil. Et donc le haut du cadran, c'était le nord. Donc la direction, c'était avec le Soleil. Et j'avais la balise Argos. C'était une première que m'avait fait le CNES, un proto. Et donc tous les soirs, je la mettais 1 heure, parce que c'est satellite à orbite polaire, donc vous n'avez pas besoin de la faire marcher longtemps. 1 heure. Et donc j'avais Michel Franco qui était au nord du Canada et qui interrogeait le CNES, et il fallait traficoter, et puis il me donnait ma position par radio, il me donnait la position de la veille, à 19h tous les jours. Et donc, en radio, j'avais une radio, c'était hertzien, quoi. Hein, vous voyez, hertzien dans un coin où le champ magnétique est un peu... ça ne marchait pas très bien. Et j'arrivais à capter ma position et je lui disais « bien reçu, bien reçu, bien reçu ». Et Michel Franco me disait « le potentiomètre a bougé 3 fois, je sais que tu m'as reçu ». Donc c'était le niveau de la conversation qu'on avait un peu avec le camp de base. Mais c'était précieux, cette balise Argos. Quand je suis revenu du pôle Nord, National Geographic Magazine, que j'avais été voir pour acheter les Space Pen, et m'ont questionné, etc. Donc ça leur a plu, ils étaient prêts à faire un article. Je reçois un courrier en me disant « le comité de lecture a des doutes sur que vous ayez vraiment atteint le pôle Nord tout seul ». Voilà. Et par chance, j'avais cette balise Argos, donc je leur ai envoyé tous mes relevés très précis, tu vois. Et en fait, je suis la première personne à avoir été repérée réellement au pôle Nord. Parce qu'il n'y a rien au pôle Nord. Hein. La banquise dérive sans arrêt. Vous arrivez, vous plantez le drapeau français, cocorico, 1 demi-heure après, il n'est plus tout à fait au pôle Nord. Vous voyez, donc il n'y a rien. C'est rendez-vous au milieu d'un océan, quoi. Hein. Et donc, j'ai été la première personne, grâce à cette balise Argos, à être repérée au pôle Nord. C'est bien, hein? Ouais, c'est chouette. Et en arrivant au pôle Nord, ça faisait 2 ans que je travaillais, plus que ça, j'avais fait un essai en 85, 86. J'étais seul, je parlais au traîneau, toi qui m'as suivi. Enfin, j'y allais, quoi. Hein. Et toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. Vous voyez, cette espèce d'apaisement total, quoi. Apaisement, joie intérieure, formidable. Et je me suis dit, ça sera ma vie. Vous voyez, et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire des remplacements de médecins.
parce qu'effectivement, après, j'ai fait médecine, j'étais interne en chirurgie, et j'avais une passion pour l'orthopédie. Moi, j'avais, comme je vous l'ai dit, un CAP de tourneur-fraiseur. Les clous, les plaques, les broches, les trucs, ça, c'était à l'aise. Et l'orthopédie, c'est la mécanique, j'adorais ça. Mais cette notion, cette envie profonde d'expédition, cette envie profonde que j'évoquais, tu vois, quelque chose qui est là, est revenue. Puis je me suis dit, je vais profiter de ma compétence de médecin pour proposer mes services. Et c'est comme ça, je commençais avec le père Jaouen, première traversée de l'Atlantique, puis Tabarly m'a pris pour etc. Donc c'est la médecine, tu vois, qui m'a donné la possibilité de faire toutes ces expéditions. En 85, donc j'ai échoué, je faisais un remplacement à Mazamet dans le Tarn, chez moi. Et on faisait des visites à l'époque, beaucoup, on allait chez les gens. Et donc il y avait la dépêche du midi, et le gars qui était là, il me dit, c'est bien vous ça ? Oui, donc j'étais sur la dépêche du midi. On dit que le docteur Étienne, c'est bien vous, oui, vous avez échoué au pôle Nord, oui. Eh bien, ma fille et mon gendre, ils ont réussi. Alors j'ai dit, ah bon, oui, oui. Mais ils étaient avec une caravane. Et donc ils confondaient, il ne faut pas le confondre, pôle Nord et le Nord, le Cap Nord. Vous voyez, donc ils avaient été au Cap Nord. Voilà. Je leur ai dit tout à l'heure aussi, je me libère là, je leur ai dit tout à l'heure l'anglais. Je viens de passer 10 jours à l'UNOC. L'UNOC, c'était le Centre international de l'océan. Tout le monde parle l'anglais, ça se fait qu'en anglais. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn avec un professeur qui je crois pas, n'avait pas dépassé le nord du département. Et il roulait les airs. Je vous assure que c'est ça. Forme affirmative. A cat is an animal, repeat after me. Alors, a cat is an animal, a cat is an animal. Yes. Forme interrogative. Is a cat an animal? Alors, silence, ça. Is a cat an animal? Eh bien, yes. Voilà. Ça, c'était les premiers cours d'anglais. Donc, je suis parti de très, très loin. J'ai rattrapé un peu, mais je leur dis, c'est fondamental. Fluent English. Tout se passe, même, vous voyez, le bateau que j'ai Persévérance, l'équipage de la marine marchande, eh bien, les rapports de marine qu'ils font, ils le font en français et ils le font aussi en anglais. Je veux dire, dans tous les métiers aujourd'hui, il faut que ça devienne naturel. Mais il faut aller passer un peu de temps dans un pays anglo-saxon, s'immerger de manière à avoir le bon truc. Mais ça, c'est un... Parce que souvent, j'ai fait quelques conférences en Bretagne, on parle le breton. Je dis, mais ça me va très bien, mais aussi apprenez l'anglais quand même, parce que ça peut vous aider, quoi. Hein. Voilà. Next. Merci beaucoup en tout cas. Oui. Parce que vous m'avez ouvert une magnifique porte sur ce qui clôturera notre échange. Dans Nouvelles Histoires naturelles, vous revenez sur cette date, le 14 avril 1986. Loin d'être anodine dans votre chemin de vie, puisque c'est la date à laquelle vous avez atteint le pôle Nord en solitaire. 14 mai. 14 mai. Autant pour moi, excusez-moi. Vous en parlez comme d'une magie en soi-même. Oui. Et vous décrivez ces émotions et ces sensations que vous avez vécues, qui frôlent l'indicible, et vous en parlez de la manière suivante. Tout mon être est dilaté, je jouis de l'infini d'un instant que je n'ai jamais vraiment cessé de vivre. Comment cet instant se ravive-t-il aujourd'hui ? C'est ce qu'il faut essayer de cultiver au quotidien. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'intensité éphémère du présent nous aveugle, nous affecte. C'est sûr que G7, Donald Trump se casse. Vous voyez ce que je veux dire ? Les pays essayent de se réunir dans un moment d'une densité terrible. À la surface de la Terre, on est peut-être à la veille d'une grande guerre, ces 7 pays-là se réunissent et le patron du grand pays, numéro 1, il se barre. Et donc ces choses-là nous affectent beaucoup, tout ce qu'on entend le matin, le nombre de morts, partout. Je pense que quand je parle d'un refuge cosmique, c'est fondamental d'arriver à se recentrer, à s'apaiser sur quelque chose avec soi. Vous voyez ? Bon, pour certains, c'est la religion, je l'ai évoqué. La religion, c'est un accompagnement, si vous voulez, ça vous aide. Mais j'ai écrit quelque chose, d'ailleurs, sur les religions. J'avais pris des notes au cas où je sécherais. Les hommes.
Tiens, je dis un truc, je vous lis quelque chose. Un exemple. Les hommes, comme les arbres, ont des racines. On a tous des racines. Les hommes, comme les arbres, ont des racines, des liens insoupçonnés avec le sol qui les façonnent en silence. Vous voyez, les racines, c'est quelque chose d'important, même si on n'est pas sur ces racines tout le temps. Là où ça vous donnait, vous voyez, du corps. Ce sont des choses que je... Qu'est-ce que je... Là, oui, et donc je termine toujours mes papiers. La jeunesse a besoin de rêves, de modèles d'audace, d'engagement incitatif, de croire en ses ambitions. Vous voyez, croyez en vos ambitions. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Et je peux vous dire que quand vous faites un truc comme PolarPod, que c'est totalement innovant, c'est Jules Verne, il y a des réunions d'analyse de risque. Donc vous avez, la dernière, il y avait 7 ou 8 personnes qui étaient là, donc ce sont des experts. Et c'est là que vous vous rendez compte que l'expert, en fait, il vous accompagne à la frontière de la norme. C'est son métier. Vous voyez ? Au-delà, c'est hors norme. C'est pas un couillon, forcément, l'expert, mais il va falloir accompagner l'expert dans cette innovation. Ça prend un peu de temps, un peu d'énergie, mais ça prend du temps. Dans cette réunion d'analyse de risque, celui qui était à ma gauche, vraiment un emmerdeur, me dit, je me lâche, Monsieur Etienne, dans le PolarPod, vous n'avez que 3 marins. On n'a besoin que 3 marins, si vous voulez, on avance à la vitesse du courant, il y a pas... Ouais. Oui. Un marin tombe à l'eau. Personne ne rigole. Donc vous descendez l'annexe pour aller le chercher. Un marin est descendu, d'accord. Donc il ne vous reste qu'un marin à bord, oui. Et là, vous avez un départ d'incendie. Je vous jure. Vous voyez, et donc il faut affronter ça. Et donc c'est oser, je le dis tout le temps, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Lâchez-vous, quoi, tu vois. Lâchez-vous, on a des performances que l'on ignore de soi. Vous voyez, on ne repousse pas ses limites, on se découvre. On a des capacités qu'on ignore. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez le trac, je veux que vous en sortez vachement bien, ça y est, vous êtes libérés. Tu vois ce que je veux dire ? Engagez-vous et au-delà des choses que l'on se croit d'être capable. Moi, c'est un peu comme ça que je me suis construit. Et donc, je renoue souvent avec ma vie, elle est intense, j'ai fait beaucoup de choses, mais je l'ai construite avec des doutes. Tu vois, je ne suis pas inoxydable. Mais l'expérience me fait dire qu'il y a des marées basses et des marées hautes, quoi. Tu vois, la marée basse, des fois, ça descend, ça finit par remonter, quoi, tu vois, à un moment donné. Donc, c'est cette permanence avec l'existence, avec s'écouter. C'est vachement important. Alors, il y en a qui font de la méditation, chacun peut faire ce qu'il veut, mais se garder dans un coin à soi où on est autonome et souverain. Voilà, ce sont des petits coins en soi. Alors, moi, c'est des fois dans la campagne du Tarn où j'ai une maison. Là, j'arrive, je me dis, là, je suis autonome et souverain. Personne ne va venir me faire chier. Et j'ai construit ces maisons, là, j'en ai construit une des 2, et les toits sont végétalisés. Donc, j'ai déposé quand même une autorisation, tu vois. Et en bois, dans le Tarn, le mec qui est venu un jour, il y a une voiture orange qui arrive, c'était la DG, Direction Générale de l'Équipement, des Jeux, peut-être. Voilà. Donc le gars, il vient, il avait mon dossier, parce que j'avais déposé, et donc j'avais mis sur le toit des tuiles canal, parce que c'est comme ça que ça se fait. Il regarde, et oui, c'est original. Elle est en bois, toute vitrée, c'est original. Et je lui dis, vous avez vu le toit ? Donc il y avait déjà ça poussait, quoi. Hein. Ah, il me dit, ça c'est embêtant. Et j'ai dit, pourquoi c'est embêtant ? Il me dit, c'est embêtant pour l'environnement. Mais je dis, c'est pas embêtant pour l'environnement, vous l'aviez pas vu. Et il me dit, bon, il est parti, normalement, il voulait que je mette des tuiles canal. Oui. On a les mêmes emmerdeurs avec les architectes des monuments historiques. Les monuments historiques, quand vous... je suis allé dans un... Je peux continuer, là ? Je suis pas hors sujet. Je suis allé dans les Pyrénées faire un raid, et donc on arrive dans un refuge. C'était un couple de Bretons d'ailleurs qui ont construit un truc superbe sur une montagne où on voyait l'Italie. Non, les Pyrénées, pardon. Et dans les Pyrénées, c'est pas l'Italie, c'est l'Espagne de l'autre côté. Et donc, il me dit les panneaux solaires,
ben, je n'ai pas eu le droit de les mettre sur le toit parce que dans le bled qui avait coûté 250 âmes à peine, il y avait une croix qui était classée monument historique. Une croix. Et il n'a pas eu le... Voilà. Alors donc, il ne l'a pas mis sur le toit. Et il l'a mis devant, dans la pente. Tout le monde le voit, ça embête tout le monde, mais c'est les monuments historiques. Donc, si vous voulez ouvrir une fenêtre et qu'on vous empêche d'ouvrir la fenêtre, vous commencez par ouvrir la fenêtre. Et après, vous déposez le dossier, une fois que la fenêtre est ouverte, là où il faut. Et donc, on va vous dire, je suis désolé, mais vous n'avez pas le droit. Et... non, parce que vous demandez l'autorisation pour une fenêtre à côté, quoi, vous voyez, de celle que vous avez ouverte. Et on va vous dire, non, là, vous n'avez pas le droit. Bon, mais je ne la ferai pas. Mais vous avez déjà faite celle que vous vouliez faire. Voilà, je vous donne des petites astuces. Non, Voilà, il faut se rendre un peu la vie heureuse. Très bien. Eh bien, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup. On va maintenant pouvoir passer aux questions du public. Ah, oui. Normalement, il y a 4 micros qui vont circuler. Tout à l'heure. Je ne vois pas. Moins 5 de quoi? Ça va. Ouais. Ouais. Il y a plein de questions là, que vous aviez encore. On va laisser au public. Ouais. Oui, bonsoir, donc Emmanuel. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 2 personnes qui comptent pour moi. Donc il y a le Norvégien Nansen, mais du coup vous avez omis de citer la 2e personne, donc je voulais savoir qui était cette 2e personne. Alors parmi les explorateurs polaires, c'est Nansen au nord et Shackleton au sud. Il y a aussi des choses qui comptent pour moi dans mes expéditions polaires, mais il y a des personnes qui m'ont marqué. Vous voyez, le collège technique où j'étais, Suzanne Pujol, c'est la prof de maths, elle a dit « mais ce gars, il peut faire autre chose ». J'ai commencé à aimer les maths en CAP, vous voyez, quand j'ai commencé à travailler à cette formation professionnelle, et je suis rentré en seconde directement. J'ai la chance de bénéficier d'un bac qui avait été créé peu de temps avant, qui s'appelait technique mathématique. Voilà, et donc j'ai été orienté vers le bac. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Ce n'était pas prévu. Et donc j'ai fait médecine, après, etc. Et en 2e année de médecine, c'était mai 68. On avait des AG. Des AG. Donc là, il y avait une AG où c'était pour ou contre le doyen. Il y avait 2 sujets, pour ou contre le doyen, et l'autogestion des universités. Donc pour ou contre le doyen, c'était bâché très vite. On ne savait même pas à quoi ça servait, mais on était contre. Et autogestion des universités, c'est un peu complexe quand même, quoi. Hein. Donc ça s'est politisé. Je me suis dit, là j'ai atteint la dose. Et je suis allé très vite à l'hôpital et j'ai demandé à un chef de clinique si je pouvais assister aux opérations. Et il m'a dit, venez quand vous voulez. Donc, et tous les matins, j'étais là, juin, juillet. Et un jour, en juillet, arrive une urgence de la main. Et le chef de clinique dit, l'interne était parti dans le service, le chef de clinique dit à Madame Massat, elle s'appelait, qui était la chef du bloc, habillez Étienne. Ah, habillez Étienne. En chirurgie, on vous habille, vous lavez les mains, on vous habille. Et là, tout d'un coup, je remets mes 10 doigts dans la médecine, vous voyez. Je me suis dit, ça sera ma vie. Je serai chirurgien. Voilà, ce sont des rencontres aussi qui sont importantes dans l'existence, mais encore une fois, il faut aller les chercher. Vous voyez, quand j'ai Tabarly, par exemple, je l'ai rencontré à l'aéroport à Rio. Je grimpais à cette époque-là, j'avais été au Fitzroy. Je n'ai pas fait le sommet, hein, mais j'étais allé au Fitzroy, c'est un sommet qui est en Patagonie. Et donc je rentrais, je fais une escale à Rio, il y avait une course au large. Et donc je me dis, et si tu rentrais en bateau? Donc je suis allé voir les coureurs, quelques Français, il m'a dit non, non. Et non. Mais Tabarly, l'année prochaine, fera la course autour du monde. À l'aéroport, putain, j'ai dit, ça c'est Éric Tabarly. Je ne l'avais jamais vu, mais... Donc je vais le voir. Et Éric tout de suite me dit, vous êtes de la course? Je dis, non, je suis alpiniste. Ah, ça l'a soulagé, il n'avait pas à dire non ou quoi que ce soit. Tout le monde voulait voir Tabarly, tout le monde voulait partir avec lui. Et en fait, je lui ai expliqué, je suis médecin, je peux y consacrer du temps. Et il m'a écrit, Éric, j'étais revenu à la fac à ce moment-là. Et donc je suis parti avec lui. C'est ça que je veux dire. C'est le hasard s'organise, vous voyez. Et Éric était là pour les 1000 personnes qu'il y avait dans l'aéroport, mais personne n'avait rien à faire, ni ne connaissait Tabarly. Moi, j'avais cette idée, cet objectif. Et donc, suivre effectivement
la voie de ses envies, même si c'est difficile. C'est pour ça que je dis le hasard, ça s'organise. Peut-être tout à l'heure, vous allez rencontrer quelqu'un que vous cherchez à voir depuis longtemps. Vous allez en croiser 500, donc vous n'avez rien à faire. Donc, avancer toutes les antennes dehors, ça c'est fondamental. Donc des personnes, en plus de ces 2 explorateurs, 2 personnes, la prof de maths, Madame Pujol, et ce chef de clinique, le docteur Guibet, qui m'a vraiment... Après, il m'appelait, il me dit « Venez demain, si vous voulez, je fais un estomac ». Donc il m'a vraiment appelé. Après, je faisais un peu partie de sa famille, quoi. Sa famille médicale. Bonsoir. Je rebondis. J'ai peut-être un témoignage à faire, une anecdote. Je suis allé récemment à Saint-Rémy du Comtat, pour évoquer une autre personne qui a compté pour vous. J'ai croisé un jardinier dans un jardin géré par le musée de l'histoire naturelle de Paris, national, l'Armas. Et il m'a dit qu'il vous avait croisé là-bas, que vous aviez visité l'endroit, et que vous lui avez dit que Jean-Henri Fabre avait beaucoup compté pour vous. Ah, Jean-Henri Fabre, oui. À l'Armas, d'accord, j'entendais pas bien. À l'Armas, oui, c'est la maison de Jean-Henri Fabre. Oui. Oh, Jean-Henri Fabre, c'est 1800 jusqu'au début de ce siècle. Jean-Henri Fabre, c'est un pédagogue de la nature absolument extraordinaire, avec l'intuition qu'il avait. Il y a un livre intéressant, c'est la nature décrite à mon petit-fils. Ça a été édité plusieurs fois. Jean-Henri Fabre est très connu au Japon, par exemple. La façon qu'il avait de parler de la nature. Jean-Henri Fabre a fait des livres pédagogiques. C'était un autodidacte très, très brillantissime, quoi, Jean-Henri Fabre. Ce livre-là, La nature, leçon de botanique à mon fils ou à mon petit-fils. Je vous invite à le lire. Et il parle de la photosynthèse avant même de savoir qu'on connaisse les détails, quoi, de convaincu, etc. C'est un génie, vraiment. Et il aurait pu entrer à l'Académie des sciences. Il était venu à Paris, au 3e jour, il s'emmerdait, il est reparti. Et pour être à l'Académie, à ce moment-là, il fallait habiter à Paris. C'est des choses comme ça de l'existence. Mais donc, il est toujours resté à l'Armas, que vous pouvez visiter. Ça appartient effectivement au Muséum d'histoire naturelle. C'est dans le Vaucluse. Oui. Si vous descendez vers le sud, l'Armas, ça vaut le coup. Bonsoir. J'ai une question qui touche plus la jeunesse aujourd'hui. En tant qu'étudiant, on entend souvent qu'il faut profiter de notre vie, mais aussi on entend à contradiction que, par exemple, on doit cotiser, notamment pour plus tard. Est-ce que vous avez des conseils, puisque vous parliez d'audace juste avant, sur comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour oser justement partir à l'aventure comme vous l'avez fait? Eh bien, vous le faites. Oui. La vie... Cotiser, vous m'avez dit? Ah oui, j'étais pas bon. J'étais pas bon pour cotiser. Je me souviens, j'avais fait un remplacement à Saint-Sulpice-la-Pointe. Je me souviens du village. Effectivement, il y a quelqu'un qui était un assureur qui voulait me vendre une assurance vie. Il a mis du temps. Je n'en ai pas pris. Et ben, j'étais jeune, J'ai appris beaucoup de la médecine générale. Vous voyez ? J'ai fait 12 années de remplacement, ce qui me permettait d'avoir du temps pour organiser mes expéditions. On pouvait combiner, vous voyez, j'ai combiné les remplacements. J'avais abandonné la chirurgie, qui reste une de mes frustrations. Ça, c'est J'ai 2 frustrations quand même, c'est pas merveilleux non plus, vous voyez. J'ai dû abandonner le rugby, j'étais demi-mêlé au Castre Olympique, et j'ai dû abandonner pour des raisons de santé, ça a été terrible. Vous ne pouvez plus regarder un match de rugby pendant un moment. Et la chirurgie. J'ai toujours aimé la chirurgie, d'ailleurs, quand c'est moi qui fais la découpe du poulet, et je passe par c'est vrai, les aponévroses, je fais des désinsertions ligamentaires. Je vous jure, c'est vrai, je ne suis pas... Ah, non, je fais la désinsertion proprement. Et donc, je nourris ma vie, même si c'est des frustrations, vous voyez, avec quelques souvenirs comme ça. Mais la médecine générale m'a beaucoup appris. J'ai commencé à 72, mes premiers remplacements. Et il y avait déjà j'ai été confronté à des choses que... Un de mes remplacements, c'était au mois d'août, il faisait très chaud. Je me souviens, on me demande d'aller dans une ferme. Et il y avait une table, les volets étaient fermés, il y avait une dame et sa fille. Elle me dit, je vous appelle pour ma fille, elle est enceinte. C'est son père. Putain, vous avez 25 ans, j'avais fait le concours d'internat, j'en avais plein la tête, et tout d'un coup, la réalité avec la vie. Vous voyez, c'est... Et le réel,
le réel. Vous voyez, régulièrement, quand je fais des conférences où effectivement on veut l'idéal, vous voyez, dans les questions environnementales aujourd'hui, il y a des fois vraiment c'est plus difficile, comme disait Einstein, de fracturer un atome qu'un préjugé, vous voyez. Donc, la parole de Jean Jaurès en 1903 à la jeunesse. Aller à l'idéal tout en comprenant le réel. C'est ce mariage permanent qu'il faut faire. Améliorer le réel, conserver son idéal. Vous voyez, ce mariage-là, il est très intéressant. Et donc, la médecine m'a aussi appris à rencontrer les gens chez eux. On allait faire des visites. Mais un truc qui est plus drôle, c'était à Marseille, en Doum, c'est un quartier de Marseille. Je faisais un remplacement de généraliste. Et il y a une dame, pareil, qui vient avec sa fille. Elle me dit, je viens parce qu'elle a 14 ans, elle a déjà des bons essais. Putain, des bons essais, je ne savais pas ce que c'était. J'avais fait le concours d'internat, je savais à peu près tout. Je dis, mais c'est la dermato, ça c'est quoi, ces machins et tout. Et la fille est devenue un peu rouge comme ça. Et puis j'ai vu effectivement qu'elle avait des seins qui étaient plus gros que par rapport à son âge. Mais voilà, des choses que j'ai découvertes. La médecine, il était brillant au concours d'internat, mais on n'avait pas les bons essais au concours. J'étais un peu ignare de tout ça, quoi. Ça va? Tu sais ce que c'est, les bons essais? Non, je sais pas. Ah. Non. Je t'apprends. C'est la taille du soutien-gorge. Bonnet A, bonnet B, bonnet C, etc. Ah, ok. Ça s'arrête à eux, peut-être, je ne sais pas. Bon, la dernière question. Dans votre livre, Persévérer, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Oui. Donc, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, c'est quand vous visitez le musée du frein à Oslo, vous décrivez dans l'association que vous avez en voyant ce bateau qui a connu une expédition au nord et une expédition au sud. Ouais. Et je me demandais, est-ce que on ne peut pas avoir un peu le sentiment d'être submergé quand on voit les grandes réalisations qu'il y a avant nous, de se dire, si ça se trouve, ce que je ferai, ça ne comptera pas autant que ça. Est-ce que c'est un peu impressionnant? Non, c'était instructif. C'était impressionnant de voir ce qu'il avait fait, mais en même temps, voir le Fram, c'était instructif. J'ai pris absolument tous les détails, mais c'est inspirant, tu vois. C'est inspirant. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, je vais faire la dérive de Nansen. Voilà, j'étais nourri avec ça, quoi. Il faut s'inspirer de ces choses-là. La ultime, oui. Oh, lui fauche le truc, là. Vous avez foultitude d'expériences. Et moi, ce que je perçois, c'est que vous vous en tirez à chaque fois plein d'enseignements. Mais comment vous faites pour poser tous ces enseignements, prendre du recul? Aujourd'hui, on dit débriefer, on dit expliciter. C'est un travail bien particulier. Je vis beaucoup seul. J'ai du temps. J'écoute de la musique. J'ai besoin de ces moments depuis tout petit, de ces moments de solitude. Mais enfin, je ne suis pas un sauvage, comme vous voyez. Mais ce sont des choses dont j'ai besoin, me couper un peu de la pesanteur du monde. Le monde est d'une grande pesanteur, quoi, vous voyez. Et donc de se couper, se mettre en apesanteur, c'est pas forcément très long, mais de temps en temps, faire une recette, de temps en temps, je fais la cuisine. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais je vous assure que le monde devient pesant. Je le ressens aussi, quoi. Oui, vous avez une dame, oui. J'ai une question. Vous nous avez dit que l'humain était une machine magnifique. Oui. Et notamment capable d'éprouver son environnement, le monde, la nature notamment. Et justement, je me demandais comment on peut faire pour s'émanciper donc, de cette sécurité qui nous coupe notamment de ces sensations que nous offre la nature. Ou l'émerveillement de nous offre la nature. Rien n'est minuscule pour qui apprend à regarder. Vous voyez, c'est cet apprentissage du regard qu'il faut refaire, quoi. Christian Bobin en parle aussi, de ce regard. Christian Bobin a appris à regarder le minuscule, l'émerveillement sur du minuscule, quoi. Et en fait, c'est tellement globalisé qu'on en perd le sens des petites choses merveilleuses, quoi. C'est pas forcément lointain, vous voyez.
Il existe un autre monde forcément, mais il est dans celui-là, et c'est celui-là qu'il faut essayer de côtoyer, celui qu'on a avec soi-même, quoi. Quand je dis tout à l'heure, on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu, je n'ai pas... La religion, c'est quelque chose c'est intéressant pour des personnes qui vraiment ont besoin de cet accompagnement, si vous voulez, mais en même temps, on voit que la religion est une marionnette manipulée par des hommes de pouvoir. Et on le voit en ce moment, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de absolument détectable. Je ne sais pas s'il y a là où Dieu ou le Christ, machin et tout, s'il voyait ce que l'homme est en train de faire aux autres hommes, s'il serait vraiment content, quoi, vous voyez? Bonsoir. À votre gauche. Oui, voilà. Extrême gauche, pardon. Là, non, pas extrême gauche, gauche. Je rigole. Moi aussi. Pascal de Social Nature en Ville. Donc, c'est vrai que ce que vous avez donné comme propos, c'était, vous étiez dans une sobriété volontaire. Oui. Donc, mais une sobriété plutôt heureuse, puisque sobriété choisie et non subie. Oui. Dans une société où tout ne va pas comme ça, c'est vrai que votre épanouissement, est-ce que le message que vous donnez donc à la relève, ça serait pas il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver? Oui, se perdre dans ses envies. Vous voyez, il faut que alors se perdre, ça peut être casse-gueule quand même, quoi. Je dirais s'engager dans quelque chose qui vous est personnel. Et n'écoutez pas les autres qui vous disent ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas, machin et tout. S'il y a un truc vraiment que tu as envie de faire, tu vois, ça c'est ton capital, ça. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Après, il faut le marier avec la réalité du monde. Moi, j'ai eu la chance de faire médecine avant qu'il y ait le concours assassin. On a décapité tellement de gens passionnés, si vous voulez. Les concours, c'est complètement assassin. J'ai fait il y a la psychologue je te disais, la psychologue de Marie Curie, qui s'occupe des étudiants en médecine de Marie Curie et la Salpêtrière. Un jour, elle m'a demandé de venir faire une conférence pour les étudiants en 2e année de médecine, dont beaucoup sont déprimés. Et effectivement, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ce concours, il est terrible, quoi. Hein. On a décapité tellement de vocations. Et donc, il y avait ce jour-là, elle m'invite une 2e fois parce qu'elle avait réussi à monter un service psychologique, de psychologie pour les étudiants dans le cadre de l'hôpital. Et elle avait donc réussi à l'inaugurer. Donc elle m'a dit, j'aimerais bien que vous interveniez. D'accord. Et il y avait avant moi qui était intervenu, je ne sais pas, le protocole n'était pas respecté, la ministre de la Recherche, la ministre de la Santé qui était la ministre de la Santé au début du Covid. Non, Agnès Buzyn. Et elle dit, Agnès Buzyn, à partir de maintenant, on va supprimer le numerus clausus. C'est ça que vous avez vécu, non? Oui. Et donc, je prends la parole après elle. Je dis, mais Madame la Ministre, merci pour cette bonne nouvelle. Moi, je n'aurais jamais pu faire médecine avec un numerus clausus. C'est tellement compliqué. C'est la même chose que les concours. Et je dis, d'autant qu'en médecine générale, j'en ai fait pendant 12 ans en remplacement, on marche avec 30 médicaments, de l'écoute et du bon sens. Je dis ça. Je termine mon intervention, je monte les escaliers, il y avait 3 personnes qui m'attendaient là-haut, me traitent un peu de vieux con, mais M. Etienne, c'est plus tout à fait comme ça la médecine aujourd'hui. Et donc il m'explique que la médecine générale, c'est 3 années d'études en spécialité. J'ai dit, mais c'est plus de la médecine générale, on appelle ça les internistes. L'art de la médecine générale, c'est d'écouter quelqu'un qui vient, il a un peu mal là, ou là, je ne sais pas, c'est là. Voilà, vous le prenez comme ça, il va falloir faire de l'écoute, un peu de bon sens, peut-être quelques médicaments, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois que le diagnostic était fait, eux, ils apprennent la médecine générale sur des malades qui ont déjà été diagnostiqués. La médecine générale, c'est le flair de sentir quelque chose qui peut être pris au sérieux. C'est pour ça que de l'écoute, et c'est déjà rassurant. On disait à l'époque, 8 malades sur 10 auraient pu se passer d'être soignés par un médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de rassurer déjà, c'est quelque chose qui est thérapeutique. Et je trouve effectivement... On complique tellement. Moi, j'ai une image, si vous voulez, aujourd'hui, pour faire un immeuble de 3 étages, on vous impose des fondations de 50 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Le bon sens qui est en train
de partir parce qu'il y a de plus en plus d'experts, il faut que chacun travaille. Et donc je suis un peu en colère avec eux, parce qu'effectivement, on manque un peu de bon sens, on est un peu... et tout le monde le dit d'ailleurs, hein, tout le monde le dit. Bon, vive le bon sens quand même, près de chez vous. Et je vais terminer sur un truc, régulièrement sur l'environnement, on me dit, et vous trouvez qu'ils en font assez? Les autres. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une maison? Oui, monsieur, j'ai une maison. Bon, vous allez mettre des panneaux solaires sur le toit. Aujourd'hui, c'est des Chinois, mais ils sont bons, ils sont performants, ils sont pas chers. On va avoir une voiture électrique. Hein? Petit à petit, avoir une petite voiture. Vous allez faire le plein avec le soleil. Putain, il y a du fun, vous voyez? Il y a du fun. Et puis, ça va vous intéresser. Vous allez commencer à prendre la météo. Mardi, il fait beau. Hein, vous allez faire la lessive avec le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez des investisseurs de la solution. Il y a mieux que la caisse d'épargne. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, devenez des investisseurs. Les Français sont les épargnants. Je ne sais plus combien il y en a de centaines de milliers de milliards d'épargne. Participez à cet investissement, quoi, hein. Je pense que c'est quelque chose. Et puis, il y a du fun à être écolo pris dans ce sens. Vous voyez, ce n'est pas qu'une peine, c'est pas qu'une pénitence, c'est une pénalité. Donc, soyez les entrepreneurs de la solution. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, on a fini. Hein? Merci beaucoup pour ces réponses à toutes nos questions. Vraiment, on a passé un très agréable moment. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. On va couper court parce que bon, vous avez un train à prendre quand même après et il faut se laisser le temps de décompresser et de digérer un peu tout ça. Donc merci beaucoup à vous d'être venus, on est très heureux. Merci à vous d'être venus si nombreux et pour vos superbes questions. Et merci aux 4 intervenants aussi. Merci aux enseignants qui nous ont accompagnés. Et voilà, très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Levez-vous.